Ja, mein Name ist Karin Scherf. Ich bin eigentlich im normalen Leben Journalistin beim Mitteldeutschen Rundfunk, also für Radio und Fernsehen, und schreibe zwar Bücher, aber mache auch Hörbücher, aber meist so Regionalgeschichte oder Kinderbücher oder also das, was ich hier gemacht habe, dazu habe ich gestern schon formuliert, bin ich gekommen wie die Jungfrau zum Kinde. Donc nous avons le plaisir d'accueillir Madame Karin Scherf, qui est journaliste à Halle, qui est une ville dans le centre de l'Allemagne. Et elle est normalement, elle fait des reportages, des livres pour enfants, toutes sortes de travaux journalistiques, mais elle n'écrit pas de livres. Mais le livre qu'elle est venue présenter aujourd'hui, elle a une expression, comment dirais-je, assez amusante. Elle dit il est venu en quelque sorte comme l'enfant Jésus à la Vierge. Il s'est imposé à elle et elle va nous expliquer un peu plus avant. Einen kleinen Eindruck, wie das vor sich gegangen ist und wie ich dazu gekommen bin, versuchen wir hier heute mit unserem Vortrag Ihnen zu geben. Halle, 27.12.2014. Ein Schuhkarton ohne Deckel. Im dunklen Winkel eines Bücherregals finden Ihnen meine tastenden Finger. Statt der Schuhe liegen Briefe. Auf dem Karton wurden gebündelt und verschnürt mit gelbem Seidenband, das die Jahre zerknüllt haben. Halle, le 25 décembre 2014. Une boîte à chaussures sans couvercle. Mes doigts tâtonnants la trouvent dans le coin obscur d'une étagère de livres. Dans la boîte, au lieu de chaussures, il y a des lettres, attachées avec un ruban de soie jaune que les années ont froissé. Den Karton hat man mir wohl nach dem Tod des Vaters gegeben, zusammen mit alten Dokumenten und Urkunden. Ich erinnere mich nicht. Das war geblieben, er nicht. Ich hatte alles in das Bücherregal geräumt, nichts gelesen, 6 Jahre lang. Cette boîte, on me l'a sans doute donnée après la mort de mon père, avec de vieux documents et des papiers. Je m'en souviens pas. J'étais restée. Lui, non. J'allais trancher dans le rayonnage de livres. Je n'ai rien lu pendant 6 ans. Diese Briefe habe ich noch nie gesehen. Uralt sind sie, das bräunliche, hauchdünne Papier raschelt kaum noch, als ich die komplizierte Faltung öffne. Ein Blick auf das Datum 1944, also genau vor 70 Jahren. Da war der Vater gerade 18 Jahre alt und eigentlich Abiturient in der Oberprima an den Frankischen Stiftungen zu Halle. Ces lettres, je ne les ai encore jamais lues, elles sont très vieilles. Le papier brunâtre très fin bruisse à peine quand je défais le pliage compliqué. Un coup d'œil sur la date, 1944. Il y a donc exactement 70 ans, mon père avait tout juste 18 ans et préparait en fait le baccalauréat en classe terminale à la Fondation Franke à Halle. Bereits ein Jahr zuvor hatte eine ganz andere Karriere begonnen, die des Flakhelfers. Die amtlich als Luftwaffenhelfer bezeichneten Oberschüler der Jahrgänge 1926 bis 28. Der Vater war 1926 geboren. In nur einem Jahr wurde Schule zur Ausnahme, 18 Stunden Unterricht pro Woche waren eigentlich vorgeschrieben, doch Krieg und Schule sind kaum in Einklang zu bringen. Un an avant déjà, une toute autre carrière avait commencé pour lui, celle de servant de DCA, auxiliaire de la Luftwaffe. C'est ainsi qu'on désignait administrativement les élèves de second cycle des classes d'âge de 1926, 1927, 1928. Mon père est né en 1926. En l'espace d'une année seulement, la scolarité était devenue l'exception. La règle était en fait 18 heures de cours hebdomadaires. Mais guerre et scolarité ne vont pas bien ensemble. Als Gefreiter erlebt der 18-Jährige aus Halle den Schrecken der Westfront. Das letzte Aufgebot, er wird vom Panzer überrollt, verschüttet das Loch, in dem er Schutz sucht.
Er überlebt, kommt in Gefangenschaft. Die berüchtigten Rheinwiesen, 1,3 Millionen sollen es gewesen sein, die auf der linken Rheinseite monatelang unter freiem Himmel vegetieren mussten. Er überlebt. Devenu caporal, ce jeune de 18 ans, originaire de Halle, connaît les affres du front de l'Ouest. Il fait partie de la dernière conscription. Un char lui roule dessus, comble le trou où il a cherché refuge. Il survit et est fait prisonnier. Les prairies du Rhin, de triste mémoire, 1 300 000 soldats et réfugiés allemands ont dû, paraît-il, végéter pendant des mois sur la rive gauche du Rhin, sans aucun abri. Il survit. Ist einer von Tausenden Kriegsgefangenen, die sich die Franzosen zum Wiederaufbau ihres Landes von den Amerikanern einforderten. Im Südwesten Frankreichs wird er Demineur, entschärft am ehemaligen Atlantikwall die tödlichen Hinterlassenschaften der deutschen Wehrmacht des Krieges bis 1948, überlebt auch das und schreibt davon in seinen Briefen und von seinem Hunger nach Leben. Il est l'un des milliers de prisonniers de guerre que les Français réclament aux Américains pour la reconstruction de leur pays. Il devient démineur dans le sud-ouest de la France, sur l'ancien mur de l'Atlantique. Il désamorce l'héritage mortel de la Wehrmacht allemande de la guerre. Jusqu'en 1948, il survit aussi à ça et en parle dans ses lettres. Il parle aussi de sa soif de vivre. Ratlos sitze ich vor dem Schuhkarton. Was soll ich mit dem Stapel dieser in kleine Kuverts gefalteten Weltgeschichte anfangen? Jetzt noch. Der Verfasser der Briefe ist nicht mehr da, hat fast niemals über diese Zeiten gesprochen. Ich kenne nur winzige Fetzen seiner Erinnerungen, Streiflichter, manchmal auftauchend am Rande einer Belanglosigkeit. Das kollektive Schweigen einer Generation von deutschen Männern. Désemparé, je regarde la boîte à chaussures. Que dois-je faire de cette pile de petites enveloppes pliées et remplies de l'histoire mondiale? Et maintenant, en plus, l'auteur de ces lettres n'est plus là, n'a pratiquement jamais parlé de cette époque. Je ne connais que de minuscules lambeaux de ses souvenirs, des flashs, surgissant parfois au détour d'une banalité. Le silence collectif d'une génération d'hommes allemands. Also werde ich nach Antworten suchen, ich werde nach Frankreich reisen. Ich suche Verbündete, finde sie diesseits und jenseits der Grenzen, finde einen Feuerwerker, der mir die tödlichen Gefahren des Minenräumens erklärt, finde Psychiater und Neurologen, die mir sagen können, was sie medizinisch bedeuten, diese Worte verschüttet und vom Panzer überrollt. Je chercherai donc les réponses. J'irai en France. Je cherche de l'aide. Je la trouve des deux côtés de la frontière. Je trouve un artificier qui m'explique les dangers mortels du déminage. Je trouve des psychiatres, neurologues qui peuvent me dire ce que signifient, dans le vocabulaire médical, les termes enterré vivant. Un char lui a roulé dessus. Finde französische Historikerinnen, die sich wissenschaftlich diesem schwierigen Kapitel der Beziehung zwischen Frankreich und Deutschland widmen. Lerne Franzosen kennen, die mir spontan bei meiner Suche helfen wollen, ungeachtet, dass kaum noch Zeitgenossen Auskunft geben können. Je trouve des historiens français qui se consacrent scientifiquement à ce difficile chapitre des relations entre la France et l'Allemagne. Je fais la connaissance de Français qui veulent spontanément m'aider dans mes recherches. Il n'y a plus maintenant que très peu de témoins de l'époque qui peuvent donner des informations. Lerne Deutsche kennen in Frankreich, wie die Mitglieder des deutschen Stammtischs im Aquitaine. 250 sind es an der Zahl, Jüngere und Ältere. Einige schreiben mir, wie gut sie mein Suchen finden, andere bieten wieder Hilfe an. Und niemand von ihnen fragt mich, was daran denn heute noch interessant sein soll, 70 Jahre später. Je fais la connaissance du cercle des Allemands d'Aquitaine. 250 personnes, des jeunes et des plus âgés. Certains m'écrivent tout le bien qu'ils pensent de ma démarche, d'autres m'offrent leur aide. Et pas un seul ne demande où peut être l'intérêt de ces recherches, 70 ans après.
Und um diesen Menschen, der da geschrieben hat, die Briefe liegen in der Vitrine, ein wenig kennenzulernen, brauchen wir, glaube ich, Bilder. Und dafür haben wir auch ein paar Bilder vorbereitet. Es ist ein paar Bilder, die Jacqueline Dapeteau ein wenig erläutern wird. Donc vous avez ici une courte biographie du père de Karin Cherf, qui est l'auteur des lettres qui sont présentées, donc une partie est présentée dans la petite vitrine derrière vous. Donc le père de Karin s'appelait Wolfram Knöchel, il était né le 7 mai 1926 à Halle, Halle an der Saale, Halle sur la Saale, hein, c'est la rivière qui passe là. Il est mort le 9 septembre 2008 à Torgau. Et ses parents, Erich Knöchel, son père, était employé aux usines Leuna. Sa mère, Martha Knöchel, était femme au foyer. Et vous voyez que de 1932 à 1936, il a été écolier à l'école Luther à Halle. De 1936 à 1943, il a fréquenté l'école secondaire, disons, de la Fondation Frank de Halle, des études classiques. De 1943 à 1944, il a fait partie du groupe de DCA, des usines Leuna près de Halle. Il était donc auxiliaire de la Luftwaffe. Et de 1944 à 1945, il était caporal dans le régiment d'infanterie numéro 305. À partir de mars 1947 jusqu'en décembre 1947, il a donc été en captivité, prisonnier de guerre en France. Voilà. Les photos que vous avez ici sont en fait des photos de l'album de famille, des photos de famille que Wolfram Knöchel, le père de Karin, a réalisé lui-même. Il a choisi ces photos et les mentions que vous voyez sont écrites de sa main. Elle le montre petit enfant, également dans un groupe de jeunesse hitlérienne, et puis un peu plus tard, quand il était déjà lycéen, enrôlé dans cette défense anti-aérienne. Et c'est très intéressant de voir ce qu'il a écrit sur cet album. La phrase du haut veut dire ça a commencé d'une manière qui n'avait l'air de rien finalement, d'une manière tout à fait innocente, mais les choses n'en sont pas restées là. Voilà la phrase qui est en bas. Le voici à l'âge de 11 ans, et à l'âge de 17 ans, avec la première lettre qu'il a écrite à ses parents alors qu'il est... la première lettre qu'il a écrite à ses parents alors qu'il venait d'être enrôlé donc comme auxiliaire de la Luftwaffe. Elle est datée donc du 15 février ou mars, je ne vois pas très bien, 1943. Voilà, chers parents, et il raconte, voilà. C'était la jeunesse hitlérienne se présentait peut-être, je vais dire quelque chose d'un peu exagéré, mais ça pouvait avoir l'air d'une troupe de scouts d'une certaine manière, sauf que le but était naturellement complètement différent et les exercices aussi, mais ça avait pour les enfants de l'époque ce caractère, le caractère qui était précédemment sur la feuille de l'album de famille, ce mot harmlos qui veut dire bon, on ne pense à rien de mal quand on voit ça, on se dit qu'on va faire du scoutisme, mais les buts sont complètement différents bien entendu. Ce document-là, c'est le dernier bulletin scolaire de Wolfram Knöchel, qui lui a été établi à Pâques 1943, c'est-à-dire juste avant qu'il soit enrôlé justement dans cette défense antiaérienne. Les écoles allemandes établissaient à cette époque-là, c'était la loi nazie, établissait aux jeunes de 17 ans un bulletin qui était censé leur servir d'attestation de baccalauréat, mais qui naturellement ne correspondait pas à ce niveau d'études. Et on leur avait dit, on disait aux familles que c'était l'équivalent du baccalauréat. Il est évident qu'après la guerre, bien entendu, les enfants qui avaient reçu ce certificat
ont dû reprendre leurs études et repasser les examens, bien entendu. Voilà, le voilà en 1944, donc quand il est soldat, envoyé sur le front de l'Ouest. Oui. Voilà des images du Verdon, que certains d'entre vous connaissent ou reconnaissent, les tombes de soldats allemands. Et la première lettre que ses parents ont reçue, qu'il a écrite donc le 28 avril 1945, et vous voyez tout à fait en haut de la lettre, il y a, vous voyez une date qui a été écrite au crayon à papier, le 11 février 1946, c'est en fait la date à laquelle ses parents l'ont reçue. C'est-à-dire que la lettre a mis pratiquement 1 an à atteindre son destinataire. Il écrivait à sa maman. Vielleicht für die in Deutsch noch. Sie haben hier das Datum des ersten Briefs, das waren die 25 Zeilen, die über den Vatikan geschrieben werden durften. Und im Bleistift Notiz sehen Sie, wann der Brief ankam, 10 Monate danach. Die Mutter wusste also 10 Monate lang nicht, ob ihr Kind noch lebt. Oui, Madame Cherf, je reprécise ça aussi pour l'auditoire français. Madame Cherf précise que cette lettre, elle est en fait passée par l'entremise du Vatican, et c'était le cas pour les prisonniers qui n'étaient pas parvenus à avoir de nouvelles de leur famille. Le Vatican tentait encore une démarche pour ceux qui n'avaient plus d'adresse connue à laquelle écrire en Allemagne. Alors, les prisonniers devaient écrire sur un papier spécial, des formulaires qu'ils devaient acheter et qui étaient bien entendu contrôlés par la censure, et ils n'avaient pas non plus, ils étaient tenus d'écrire sur les lignes et ne pouvaient pas, vous voyez, ça fait quand on est prisonnier et qu'on a besoin d'écrire à sa famille, qu'on a certainement des tas de choses à dire, 20 ou 25 lignes, c'est pas beaucoup. Et on pourrait penser que les gens avaient la tentation d'écrire entre les lignes pour doubler la quantité de nouvelles à envoyer, mais c'était interdit, ils n'avaient pas le droit de faire ça. Et dans les lettres de Wolfram, on trouve à certains endroits, il raconte qu'il a quand même écrit entre les lignes et qu'il espère que la lettre passera, ce qui n'était pas sûr du tout. Oui. Voilà le trajet qu'il a fait en tant que prisonnier, donc de la ville de Halle, qui est tout à fait sur le bord droit de la carte, jusque... La lettre... Voilà. Ça, c'est à Saint-Médard. Vous le reconnaissez, il a un brassard avec une croix rouge, hein, puisqu'il a travaillé comme ambulancier dans ce camp. Voilà une autre photo de lui, où on le voit plus distinctement. Et la fameuse lettre de Guéret. Donc après Saint-Médard, il a été transféré à Guéret, d'où sa libération a fini par être possible, mais un certain temps après. Et voilà le télégramme qui a été envoyé par son oncle Otto, qui habitait à Francfort, c'est-à-dire en zone américaine, et que cet oncle a envoyé à son frère, son propre frère, c'est-à-dire le père de Wolfram, pour lui dire qu'il était libéré. La famille de Wolfram était en zone d'occupation soviétique, ce qui a compliqué nettement les choses pour sa libération, certainement. Voilà. Et voilà, en 1948, une photo de lui avec la mention « C'est ainsi qu'il est revenu », c'est ainsi qu'il était quand il est revenu, lors de son retour. Merci beaucoup. Einige Auszüge aus einigen Briefen für Sie in Deutsch und in der Übersetzung. Voilà. Madame Cherf va lire quelques extraits qu'elle a choisis parmi les lettres de son père. Oui, alors je dois dire, Madame Lapépi va les lire. Je dois vous dire nous avons 195 lettres, Oui. donc vous n'aurez que tout petit. Soulac Saint-Vivien, 4.6.1946. Liebe Eltern,
Eigentlich liegt mir verdammt wenig daran, dieses gesegnete Land zu bereisen, aber Luftveränderung ist besser, als dauernd denselben Stacheldraht anzustarren. Am 7.5., sein Geburtstag, habe ich nun zwar nicht geheult, aber dass ich mich wohlgefühlt habe, kann ich auch nicht behaupten, von der doppelten Mittagssuppe allerdings abgesehen. Der Flieder war am 7. längst verblüht, dafür lugte durch die Maschen unseres Käfigs eine blühende Dattelpalme oder ein reifender Feigenbaum. Ja, das sind die ethischen Genüsse, die uns den Kartoffelmangel ersetzt. Viele, viele herzliche Grüße und Küsse, eure Wolfram. Bien, lettre du 4 juin 1946. Chers parents, il est à Saint-Vivien, là, en juin 1946. Chers parents, votre lettre du 17 mai est arrivée aujourd'hui. Je ne tiens pas beaucoup à voyager dans ce sacré pays, mais un changement d'air est mieux que de fixer toujours les barbelés. Le 7 mai, je n'ai pas pleuré, c'est le jour de son anniversaire. Donc il dit, le 7 mai, je n'ai pas pleuré. Mais je ne peux pas dire que je me sois sentie bien, mis à part la double ration de soupe à midi. Le 7, le lilas était déjà fané. Depuis longtemps, mais à travers les mailles de notre cage, on aperçoit un palmier dattier ou bien figuier qui mûrissent. Oui, ce sont les plaisirs de l'esprit qui remplacent le manque de pommes de terre. Très très chaleureuse, salutations et bis, votre Wolfram. 25. August 1946. Meine lieben Eltern. Meint nicht, ich wäre verzweifelt, dazu sind wir zu hart geworden. Man ist objektiv und ein wenig bitter. Ich weiß doch, was für uns ungefähr noch zu tun ist. Wenn alles gut geht, sind wir Januar 47 fertig. Also von da an kann man begründet hoffen, aber dann dauert's auch noch. Der Brombeersegen hält immer noch an. Unmäßig sind wir geworden in allem. Gestern habe ich von 2 bis 6 Uhr 2 Liter Suppe und 4 Liter Beeren gegessen, wenn wir das mal nicht mehr können. Durch die YMCA habe ich in der Schweiz 2 medizinische Bücher bestellt. Das ist mir wertvoller als Geld. Jetzt erst spürt man, was fehlt. Ihr glaubt gar nicht, welche Sehnsucht ich nach guter Musik und guter Literatur habe. Jeder Klassiker wird durchgearbeitet. Gespräche werden geführt, das uns selbst manchmal schwindelt. So wahren wir im Innern einen Schatz, den uns niemand nehmen kann und der uns für Stunden das Elend vergessen lässt. Seid herzlich gegrüßt und geküsst von eurem Wolfram. 25 août 1946. Ne croyez pas que je sois désespérée. Pour cela, nous sommes devenus trop durs. On est objectif et un peu amer. Je sais bien ce qui reste à peu près encore à faire pour nous. Si tout va bien, soulignait, nous aurons fini en janvier 1947. À partir de ce moment-là, on peut espérer, avec raison. Mais ensuite, ça peut aussi durer encore. Les mûres sont toujours aussi abondantes, une vraie bénédiction. On est devenu excessif en tout. Hier, de 2 à 6 heures, j'ai mangé 2 litres de soupe, 4 kilos de ses fruits. Et si un jour nous ne le pouvions plus. Par la YMCA, j'ai commandé ensuite, en Suisse, 2 livres de médecine. Pour moi, c'est plus précieux que l'argent. C'est seulement maintenant qu'on sent ce qui manque. Vous n'imaginez pas quel désir j'ai de bonne musique et de bonne littérature. Chaque œuvre classique est vraiment travaillée à fond, en même temps de discussions que la tête nous en tourne parfois. De cette manière, nous préservons en nous un trésor que personne ne peut nous prendre et qui, durant des heures, nous fait oublier la misère. Soyez chaleureusement salués et embrassés par votre Wolfram. Sameda, 2. September 1946. Meine lieben Eltern, gemacht habe ich schon alles Mögliche. Fischfang, Hausbau, Schiffe ausladen, Sanitäter, Koch, Dolmetscher, Holzplatzarbeiter, Salzarbeiter, Austernfischer, Pilzesammler, Physiklehrer, Waldarbeiter, Kellner, Maler. Ja, das reicht wohl. Meine Sachen, Wäsche, Strümpfe und Badehose, ist alles hops.
Pullover habe ich mehrmals geflickt und entlaust augenblicklich an. Füller hat irgendein Ami. Wie wir sonst angezogen sind, hat gar keinen Zweck. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Oder doch? Denkt an die Russen, bloß sauberer. Schlimm. Ich habe schon mal Fischköpfe und Knochen gestohlen, aber das liegt ja hinter uns. Was das Heimkommen anbetrifft, so wisst ihr ja, wie ich denke. Was ich hoffe, ist leider nicht maßgebend. Halt! Noch etwas habe ich gelernt. Menschen. Ein tolles Theater. Menschen ohne Tünche. Grotesk, aber unsäglich traurig. Ja, anekelnd. Mir hat mal ein weißhaariger, 50-jähriger Studienrat mit 4 Kindern das letzte Brot gestohlen. Na, es geht alles vorüber. Trotz allem in der Hoffnung, euch bald wiederzusehen. Viele, viele Grüße und Küsse, euer Wolfram. 2 septembre 1946, mes chers parents, j'ai déjà fait toutes sortes de choses. Pêche, construction de maisons, déchargement de bateaux, ambulancier, cuisinier, interprète, manutention de bois, sommier, ostréiculteur, chercheur de champignons, professeur de physique, forestier, serveur, peintre. Bon, ça suffit, non? Mes affaires, le linge, chaussettes, maillot de bain était autrefois dans le train des équipages militaires, tout est parti. En ce moment, je porte un pull vert que j'ai reprisé plusieurs fois et épouillé. Un des Américains a eu mon stylo plume. Ma montre, elle est peut-être avec la valise. Parti. Comment nous sommes habillés? Ça ne sert à rien que je vous l'explique. Ça, vous ne pouvez pas vous l'imaginer. Ou plutôt si. Pensez aux Russes. Juste en plus propre. C'est grave. Oui, j'ai déjà volé des têtes de poisson et des os. Mais cela est derrière nous. En ce qui concerne le retour à la maison, vous savez ce que j'en pense. Ce que j'espère n'est malheureusement pas déterminant. Attendez, j'ai encore appris quelque chose. Les hommes, un magnifique théâtre. Les hommes sans maquillage, grotesques, mais indiciblement tristes, oui, répugnants. Une fois, un professeur de 50 ans aux cheveux blancs avec 4 enfants m'a volé mon dernier pain. Bon, tout passe. Dans l'espoir, malgré tout, de vous revoir bientôt. Beaucoup, beaucoup de salutations et de bises. Votre Wolfram. Someda, 15.09.46. Von Gott verlassen? Mutti, das sagst du? Wenn ich sagte, ja, aber du? Jetzt, wo die Hitze nachgelassen hat, geht es meinem Kopf wieder besser. Meine Arbeit kann ich leisten, überdies wird auf Kriegsschäden, wie mein Dachschaden ja einer ist, keine Rücksicht genommen. Nach Nazi oder nicht fragt jetzt niemand mehr. Wir sind Deutsche, das ist ein großes Verbrechen. Aber bitte, nun empfehlt mir nur nicht wieder recht bald zu kommen. Die Sehnsucht verzehrt einen fast, aber gegen Macht ist kein Kraut gewachsen, nicht mal Elternliebe. Und der höchste Wunsch eines gequälten Mutterherzens hat in den amtlichen Protokollen keinen Platz. Euer Junge ist jetzt so verdammt selbstständig und eigenwillig geworden, dass er sich selbst durchzusetzen gedenkt. Ich glaube nicht, dass ihr meine Ansichten kennt. Was früher unklar, verworren, durch Erziehung überdecktes war, hat sich im Ungewitter der vergangenen Jahre auskristallisiert. Euer Wolfram. 15 septembre 1946, mes chers parents, abandonnés par Dieu? Mouti, c'est toi qui dis ça? Si c'était moi qui le disais. D'accord, mais toi? Maintenant que la chaleur a diminué, ma caboche va mieux. Mon travail? Actuellement, il est physiquement facile, je peux le faire. D'ailleurs, les dommages de guerre comme ma blessure à la tête, personne n'y fait attention. Nazi ou pas? Maintenant, personne ne le demande plus. Nous sommes des Allemands, et c'est déjà un grand crime. Mais s'il vous plaît, maintenant, arrêtez de me recommander de revenir très bientôt. Le désir nous consume presque, mais contre le pouvoir, il n'y a pas de remède. Pas même l'amour des parents, et le plus haut désir du cœur déchiré d'une mère n'a de place dans les protocoles administratifs. Votre garçon est devenu si sacrément indépendant et volontaire qu'il a bien l'intention de s'imposer lui-même. Je ne pense pas que vous connaissiez mes points de vue, car ce qui était
avant un certain confus couvert par l'éducation, c'est se cristalliser dans les conflits des années passées. Votre Wolfram. Sonntag, 24.10.46. Meine Lieben, ja, ich hätte in einem Jahr etwas anzufangen gewusst, ob aber auch ohne diese Schule hier. Man hat viel lernen müssen. Die Erkenntnis vom Wert des Gelernten, vom Wert des Könnens und vom Wert der Zeit dürfte noch so manchem fehlen. Außerdem lernte ich menschliche Schwächen zu verstehen, indem ich die Ursache suchte. So beurteile ich den Dieb anders. Der Mensch kann nicht aus seiner Haut und so bleibt nur übrig, sich vor der naturgegebenen Haut des Menschengeschlechts zu entsetzen, aber nicht vor dem Menschen selbst. Kopfschmerzen sind besser, denn es ist nicht mehr so heiß. Auch ein Gesichtszucken lässt nach. Ich hatte noch nicht darüber geschrieben, ich wollte erst sehen, ob es besser wird, denn anfangs war es furchtbar. Ich zuckte ständig und konnte oft nicht das Essen im Mund behalten. Nur mit großer Energie habe ich meine Muskeln wieder in Gewalt bekommen. Später werdet ihr schon alles erfahren. Es ist besser, man wartet, bis das vorbei ist, ehe man etwas erzählt. Außerdem fehlt ja Platz und dann die Zensur. Viele, viele Grüße und Küsse, euer Wolfram. 24 octobre 1946, mes chers parents. Oui, j'aurais su quoi faire d'une année, même sans cette école ici. On a dû apprendre beaucoup. Reconnaître la valeur de ce qu'on apprend, la valeur du savoir-faire, la valeur du temps, ça manque encore à certains. En plus, j'ai appris à comprendre les faiblesses humaines, en essayant d'en comprendre l'origine. Ainsi, je juge le voleur différemment. L'homme ne peut changer de peau, donc on ne peut qu'être horrifié par la peau naturelle de l'espèce humaine, mais pas de l'homme en lui-même. J'ai moins mal à la tête, il fait plus aussi chaud. Au visage, mon tic a diminué aussi. Je n'en avais pas encore parlé. Je voulais d'abord voir si cela s'améliore, car au début ça a été horrible. J'avais un spasme continuellement et souvent je ne pouvais pas garder la nourriture dans ma bouche. C'est seulement avec le plus grand effort que je réussissais à maîtriser mes muscles. Vous apprendrez tout plus tard. C'est mieux d'attendre que tout soit terminé pour raconter. En plus, le place manque et il y a la censure. Beaucoup de salutations, de bises, votre Wolfram. Sonntag, 26.10.46. Meine lieben Eltern. Die Amis haben uns planmäßig ausgeplündert. Ein Leutnant erzählte uns von einem Kameraden, der den Krauts 70 Uhren abgenommen hatte. This makes dollars, sagte er. Tja, klauen habe ich gelernt. Vom Fallenstellen über Hühnerdiebstahl bis zum Stehlen von Kartoffeln, Mais und Gemüse. Es ist traurig, aber man muss staunen, was man da für eine Fertigkeit erlangt. Das hätte mir mal einer früher sagen sollen. Gewiss, Kameradendiebstahl ist gemein, aber wiederum hättet ihr mal die Gestalten der 50-Jährigen sehen sollen. Die hat ja die Angst vorm Verrecken dazu getrieben. Viele, viele Grüße, 1000 Küsse, eure Wolfram. 26 octobre 46, mes chers parents. Les Américains nous ont pillés de manière planifiée. Un lieutenant nous a parlé d'un de ses camarades qui a pris 70 montres au Krauts. Ouf. Ça fait des dollars, a-t-il dit. Et oui, moi j'ai appris à chaparder. Depuis la pose des pièges en passant par le vol de poules, jusqu'au vol de pommes de terre, maïs, légumes. Pour sûr, voler des camarades, c'est dégoûtant. Mais vous auriez dû voir la figure de ces quinquagénaires. C'est la peur de crever qui les a poussés à agir ainsi. 1000 bises de votre Wolfram. Sonntag, 17.11.46, meine lieben Eltern. Wir sind hier circa 400 Prisonniers de Guerre. Na, so abgezehrt wie vor einem Jahr sind wir auch nicht mehr. Das Flüchtlingsproblem, tja, versetzt euch mal in deren Lage, wie verbittert die sein müssen. Sag mal, Vati, wird bei euch auch so viel Kohle gequatscht und geschrieben wie im Westen? Soll das Politik sein? Die haben wohl auch mal alle beschlossen, Politiker zu werden, sollten sich mal um Aufbau, vernünftige Reformen und soziale Fragen kümmern. Wollte sagen handeln, aber nicht Phrasen dreschen. Deutschland muss, das Volk muss, Quatsch. Arbeiten müssen wir, im Übrigen stillhalten. Wenn wir mal alle da sind,
wird es ein homerisches Gelächter geben. Viele Küsse, euer etwas bitter lachender Wolfram. 17 novembre 1946, mes chers parents. Nous sommes ici à peu près 400 prisonniers de guerre. Bon, nous ne sommes plus aussi épuisés qu'il y a un an. Le problème des réfugiés chez vous? Eh bien, mettez-vous à leur place, comme ils doivent être amers. Dis-moi, papa, est-ce que chez vous, on dit et on écrit aussi autant d'âneries qu'à l'Ouest? C'est ça la politique? Ils ont probablement aussi décidé de devenir des hommes politiques. Devraient s'occuper de la reconstruction, de réformes sensées, de questions sociales. Je veux dire d'agir et non faire des phrases creuses. L'Allemagne doit, le peuple doit... Sottise, nous devons travailler. Pour le reste, se tenir tranquille. Quand nous serons tous de retour, il va y avoir des rires homériques. Beaucoup de bises. Votre Wolfram qui rit parfois un peu jaune. Boré, 24.08.1947. Lieber Onkel Otto. Heute will ich dir mal mitteilen, was in den vergangenen Jahren eigentlich los war. Mich hat nämlich gerade mal wieder die Wut gepackt. Von mir aus kannst du das sogar in einer Zeitung veröffentlichen lassen. Im Sommer 1945 forderten französische Stellen die Kriegsgefangenen auf, sich freiwillig zur Entminung zu melden. Es wurde bessere Verpflegung, zur damaligen Zeit sehr zugkräftig, erhöhte Tabakrationen und Entlassung nach Beendigung der Entminung versprochen. Ein Teil meldete sich, der noch benötigte Rest wurde schließlich abkommandiert. Von Vorteilen war nichts zu spüren, außer der Möglichkeit, im Monat ein Paket Tabak zusätzlich kaufen zu können. Im Gegenteil, eine große Zahl anderer Kommandos waren betreff Unterkunft, Verpflegung usw. bestimmt besser gestellt. Als Beispiel sei das Déménage-Lager Pin-Sec, Gironde, angeführt, das einen Abschnitt des Minenriegels Drache zu räumen hatte. Drache zog sich von Arcachon bis kurz vor Laverdun am Atlantik hin. Das Lager bestand von 21. Juni 1945 bis 30. Juni 1947. Es war ein Gebiet von 22 Millionen Quadratmetern zu räumen. Bei Frost und Regen sowie bei Abwesenheit des Krankenwagens wurde nicht entmint. Außerdem war eine erste und eine zweite Kontrolle durchzuführen. Pläne waren nicht vorhanden, sodass jeder Quadratmeter abgesucht werden musste, teilweise im dichtesten Unterholz, Baumsperren und Ähnlichem. Es wurden 56.263 Minen aller Art, zum Teil mit Fallen, gehoben. Die Kopfzahl betrug im Durchschnitt 300. An Ausfällen waren zu verzeichnen 8 Tote und 26 Verletzte, von denen etwa ein Drittel den Verlust eines Gliedes zu beklagen hatte. Was uns ehemalige Miner nun bewegt, ist die Frage unserer Entlassung. Die Kameraden, die als englische oder amerikanische Gefangene in Deutschland und Norwegen entmint haben, sind zum größten Teil zu Hause. Was wird nun mit uns? Nach den Entlassungskategorien der französischen Regierung könnten wir in die Kategorie 5 eingestuft werden, Prisonniers de guerre, die für Frankreich wertvolle Dienste leisteten. Aber man hat uns immer wieder vertröstet. Es muss etwas geschehen, sagte heute Mittag der Sprecher der Pariser Kriegsgefangenensendungen. Was denn? Und wann? Oder waren es keine wertvollen Dienste? Zeigten wir damit nicht, dass wir gewillt waren, gut zu machen, sogar unter Einsatz des Lebens? Ist es etwa nichts, nach dem Verstummen der Waffen seine Haut noch 2 Jahre lang zur Markte zu tragen? Nun sei vielmals gegrüßt von deinem Wolfram. 24 août 1947. Cher oncle Otto, aujourd'hui je vais te faire part de ce qui s'est vraiment passé ces dernières années, car la rage vient en effet de me reprendre. Pour ma part, tu peux même le faire publier dans un journal. À l'été 45, les autorités françaises ont sommé les prisonniers de guerre de se porter volontaires pour le déminage. Était promise une meilleure alimentation, à cette époque c'était très attractif, des rations de tabac plus élevées, et avant tout, la libération à la fin du déminage. Une partie des prisonniers de guerre s'est portée volontaire. Le reste, dont on avait besoin, fut pour finir envoyé d'office. Des avantages, pas la moindre trace, sauf la possibilité de pouvoir acheter un paquet de tabac supplémentaire par mois. Au contraire,
Un grand nombre d'autres commandos étaient certainement mieux lotis en ce qui concerne l'hébergement et la nourriture. On peut citer comme exemple le camp de déminage Pinsec qui devait nettoyer une partie du verrou des mines Dragon, ce dragon qui s'étendait le long de l'Atlantique depuis Arcachon juste avant le Verdon. Le camp a duré du 21 juin 1945 au 30 juin 1947. Il y avait une étendue de 22 millions de mètres carrés à nettoyer. Par temps de gel, de pluie, ainsi qu'en absence d'ambulance, on ne déminait pas. En outre, il fallait procéder à un premier et un deuxième contrôle. Il n'y avait pas de plan, si bien que chaque mètre carré devait être fouillé à la main pour partir en sous-bois très dense avec des arbres qui faisaient barrage, et ainsi de suite. On a enlevé 56 263 mines de toutes sortes, et en partie piégées. On était en moyenne 300. Perte à déclarer, 8 morts, 26 blessés, parmi lesquels, pour un tiers environ d'entre eux, on déplore la perte d'un membre. Maintenant, ce qui nous agite, nous les anciens démineurs, c'est la question de notre libération. Les camarades qui, en tant que prisonniers anglais ou américains, ont déminé en Allemagne et en Norvège sont en majeure partie rentrés chez eux. Ceux d'entre nous qui étaient sous-officiers parce qu'ils ont fourni pendant 9 mois un travail dangereux, soi-disant, ont été libérés. Qu'advient-il maintenant de nous, simples soldats? Selon les catégories de libération du gouvernement français, nous pourrions être classés en 5e catégorie. Il y en a les 15. Prisonniers de guerre qui ont fourni des services de valeur pour la France. Mais on nous a sans cesse renvoyés à plus tard. Il faut qu'il se passe quelque chose, disait ce midi depuis Paris le speaker des émissions pour les prisonniers de guerre. Et quoi donc? Et quand? Ou bien, n'était-ce pas des services de valeur ce que nous avons fait? N'avons-nous pas montré par cela qu'on avait la volonté de réparer en mettant notre vie en jeu? Est-ce que ce n'est rien peut-être de risquer sa peau pendant 2 ans encore après que les armes se soient tues? Des négociations sont encore dans l'air sur ce point, disait-on il y a quelques mois. Mais pourquoi ne nous communique-t-on pas le résultat? Ou bien, pas de réponse, c'est aussi une réponse. Le pire pour nous, c'est l'incertitude. Dans la négative, il y aurait juste quelques milliers de jeunes hommes qui seraient à nouveau déçus. C'est pas grave, hein? Alors, nous serons plus riches d'une nouvelle expérience. Et la bonté au oncle Otto de communiquer cela aussi à mes parents. J'économiserai un formulaire. D'ailleurs, si tu veux utiliser cette lettre, mon nom ne fait rien à l'affaire. J'assume pleinement et totalement ce que j'ai écrit. Mais pour nous, derrière les barbelés, les principes de la démocratie ne s'appliquent pas. Maintenant, sois bien salué par ton Wolfram. Le Verdon, 1. Juni 2015, vormittags. Meine Begegnung mit Roger Armagnac, dem alten Seemann. Dort, trotz seiner über 80 Jahre, sieht man Roger, den ehemaligen Seemann, immer noch an. Ungewöhnlich groß ist er, die Hände kräftig und braun gebrannt wie sein Gesicht, mit den warmherzigen Augen, die von Lachfältchen eingerahmt werden. 1er juin 2015, matinée du 1er juin 2015, le Verdon, ma rencontre avec Roger Armagnac, le vieux marin. Malgré ses 80 ans passés, on reconnaît bien le marin dans Roger Armagnac. Il est étonnamment grand, les mains bronzées comme son visage, avec des yeux chaleureux, entourés de petites rides. Roger besitzt einen Schrank voll Geschichte, eigentlich sogar ein ganzes Zimmer, voller gesammelter Zeitzeugen aus den Kriegsjahren und danach. Bereitwillig zeigt er uns seine Sammlung historischer Fotos aus jener Zeit, auf die er genauso stolz verweist, wie auf die prächtigen Zitronenbäume, die in gewaltigen Kübeln auf seiner Terrasse stehen. Roger possède une armoire pleine d'histoire, histoire avec un grand H. En fait, même une pièce entière, pleine de témoignages de l'époque des années de la guerre et d'après. Gentiment, il nous montre sa collection de photos historiques de cette époque, dont il est aussi fier que des magnifiques citronniers qui poussent dans des pots sur sa terrasse. Rogers Erinnerungen sind die Erinnerungen an die Abenteuer der Kriegszeit, die in seinem 7. Lebensjahr begann und endete, als Roger 10 Jahre alt wurde. Da gehörten schon die Wehrmachtssoldaten zu seiner Kinderwelt,
die ganz normal ihren Dienst in der Festung Le Verdun verrichteten. Fast stolz berichtet er von der Großbertha. Schließlich war das riesige Geschütz nicht nur Produkt deutscher Ingenieursarbeit, sondern hat auch als Teil des militärischen Forts in seiner Heimat gestanden. Les souvenirs de Roger sont les souvenirs des aventures de cette période de guerre, qui a commencé alors qu'il avait 7 ans et s'est terminée alors qu'il en avait 10. Les soldats de la Wehrmacht faisaient partie de son univers enfantin et il était presque normal qu'ils fassent leur service à la forteresse du Verdun. Avec une certaine fierté, il parle de la Grosse Bertha. Après tout, elle n'était pas seulement l'énorme canon produit du travail des ingénieurs allemands, mais elle a fait aussi partie du fort militaire dans sa propre région. Als dann die freundlichen, harmlosen Männer in ihren grauen Wehrmachtsuniformen 1944 verschwanden und stattdessen die schwarzen und braunen Jacken von SS und Gestapo das Bild bestimmten, wurde es auch für den kleinen Roger gefährlich. Und er weinte manchmal aus Angst um seinen Vater. Der musste mit den Besatzern kollaborieren und arbeitete als Zimmermann in den italienischen U-Boot-Hangars. Lorsque les gentils hommes en uniforme gris de la Wehrmacht disparurent en 1944 et qu'à leur place apparurent les uniformes noirs et marrons de la SS et de la Gestapo, les choses devinrent aussi difficiles et dangereuses pour le petit Roger et il dut souvent pleurer de peur pour son père. Son père fut obligé de travailler avec les occupants et il travaillait comme charpentier dans les hangars italiens pour les sous-marins. Zugleich läutete er aber auch die Glocken vom Kirchturm in Le Verdun, um den Funker zu warnen, der mit seinem Funkgerät unten in der Stadt die Alliierten über die Stellungen der Deutschen informierte. Mais en même temps, il sonnait aussi les cloches du clocher du Verdun pour prévenir l'opérateur radio qui, avec sa radio en bas dans la ville, informait les Alliés sur les positions des Allemands. Über 70 Jahre wirken die väterlichen Erzählungen in Roger nach, Erzählungen darüber, wie der Vater beinahe erschossen wurde durch den Verrat von Franzosen, später über eine Frau, die geschoren werden sollte und wie der Vater für sie sprach, die Franzosen helfen wollte mit ihrer Beziehung zu deutschen Soldaten. 70 ans après, les récits de son père se retrouvent encore dans les récits de Roger. Il raconte comment son père faillit être fusillé à cause parce qu'il avait été trahi par un autre Français. Il parle aussi d'une femme qui devait être tondue et comment son père est intervenu pour elle parce qu'en fait elle voulait aider des Français en ayant des relations avec les soldats allemands. Auch von den Prisonniers de Guerre weiß Roger noch, und dass sie die armen Schweine waren, wie er sagt, die als Erste in die verminten Sektoren entlang der Küste mussten, ohne alles, mit Messern hätten sie die Minen aus dem Boden gekratzt, erzählt er. Für Jungs wie Roger waren die deutschen Gefangenen normale Menschen, die genauso Hunger hatten wie sie selbst. Sie waren nicht mehr der Feind. Roger se rappelle aussi des prisonniers de guerre et que c'était finalement des pauvres gens qui, les premiers, ont dû se rendre dans ces secteurs minés le long de la côte sans rien du tout. Ils racontent qu'ils ont dû au début enlever les mines du sol avec des couteaux. Ils n'avaient aucun matériel. Pour des petits garçons comme Roger, les prisonniers allemands étaient des êtres humains normaux qui souffraient de la faim tout comme lui. Ils n'étaient plus l'ennemi. Das Fazit meines Buchs über 3 Lebensjahre eines jungen Deutschen in französischer Kriegsgefangenschaft formulierte Generalleutnant Buisson bereits 1947, als er schrieb: Die Wirtschaftsbilanz ist daher glänzend. Und man muss zugeben, was der Wahrheit entspricht,
dass nämlich die Gefangenen mächtig zum Wiederauferstehen eines Frankreichs beigetragen haben, das durch Krieg und Besetzung im Ruin lag. Le bilan de ce livre, qui retrace 3 années de la vie d'un jeune Allemand prisonnier de guerre en France, le général Buisson le formule déjà en 1947 lorsqu'il écrit. En conséquence, le bilan économique est splendide, et on doit avouer ce qui correspond à la réalité, à savoir que les prisonniers ont bien contribué à la reconstruction d'une France qui était en ruine après la guerre et l'occupation. In diesem Sinne ist die Tätigkeit der Kriegsgefangenen durchaus als ein erster Schritt zur Verständigung zwischen Frankreich und Deutschland zu sehen. Dans ce sens, on peut dire que l'activité des prisonniers de guerre peut être tout à fait considérée comme un premier pas vers une entente entre la France et l'Allemagne. Mindestens das sollte durch uns Nachgeborene anerkannt werden, bevor die Irrungen wie die Leistungen dieser schweigenden Generation ganz im Dunkel der Geschichte verschwinden. Et nous, qui sommes nés après ces événements, nous devrions au moins reconnaître cela, avant que les errements et les travaux accomplis par cette génération mythique ne disparaissent complètement dans l'obscurité de l'histoire. Ja, das war das Buch. Und dann dachte ich, es ist nun gut. Ich habe die Spuren gesucht und gefunden. Ich habe Menschen gefunden. Und dann ist das Buch erschienen im März diesen Jahres. Und dann ging etwas ganz Neues los. Voilà, c'était le livre. Elle a recherché des traces, elle les a trouvées. Le livre a été publié au printemps dernier et elle a pensé que son travail était terminé. Es haben sich wildfremde Menschen bei mir gemeldet aus ganz Deutschland, Nachkommen von ehemaligen Kriegsgefangenen oder auch noch Lebende, die mal in Kriegsgefangenschaft hier am Atlantik waren. Unter anderem Monsieur Eumann, Friedrich Eumann, er lebt noch, er ist 90 Jahre alt, er lebt in Sonneberg in Sachsen und war hier am Atlantikwall als Démineur. Mais en fait non, plein de gens se sont manifestés auprès d'elle par téléphone, par mail, ont pris contact avec elle, les descendants d'anciens prisonniers de guerre, des prisonniers de guerre eux-mêmes qui vivent encore et qui se sont donc manifestés et ont témoigné tout l'intérêt et très souvent le plaisir qu'ils avaient eu à lire ce livre et à réentendre parler de cette époque et à voir leurs souvenirs réévoqués. Et en particulier, monsieur Heumann, qui est un monsieur de 90 ans, qui vit encore à Sonneberg et qui a pris contact avec Karim. Den habe ich kennengelernt, mit ihm Interviews gemacht. Er hat nach 70 Jahren angefangen, darüber zu sprechen. Was ihm geschehen ist, was er erlebt hat. Sie merken, ich bin schon wieder etwas emotional berührt und hat sein Tagebuch hervorgeholt. Sein Tagebuch, das er 70 Jahre nicht mehr angesehen hatte und hat es für uns überarbeitet. Und das habe ich noch drucken lassen, in Französisch übersetzt und drucken lassen und habe es heute auch mitgebracht. Auch sein Rucksack, genäht aus einem amerikanischen Stück Zeltleinwand, habe ich mitgebracht und viele seiner Erinnerungen. Donc, Karine et ce monsieur ont eu des contacts, elle l'a interviewé, elle a fait plusieurs interviews avec lui et de ces conversations l'ont amené à lui à retrouver le journal qu'il avait tenu pendant ces années de captivité, qu'il n'avait pas relu. Et ça lui a donné la force à ce monsieur aussi de retrouver et de relire ce journal. Il l'a retravaillé et Karine et lui l'ont publié. Elle l'a fait traduire en français. Donc vous pouvez le trouver sur la table à l'arrière de l'auditoire actuellement. Et elle a également amené, elle a également amené le sac à dos qu'il avait à la fin de sa période de captivité, qui est un sac à dos qui a été fait de briques et de broc avec une toile de tente américaine, et un dé et du fil, des souvenirs qui sont exposés dans la petite vitrine. Voilà, très émouvant. Und auch auf den Affiches ist zu sehen
Dokumente von Heinz Kleinespel, der ebenfalls hier in Sameda im Kriegsgefangenenlager war und im Médoc. Der hat eine andere Geschichte. Er war erst Démineur und dann Travailleur Libre, hat auf einem Weingut dann gearbeitet, hat dort auch seine große Liebe gefunden, ähnlich wie mein Vater in der Kriegsgefangenschaft, und ist dann auch noch sehr viel länger in Frankreich geblieben. Also eine weitere Geschichte, nur dass Sie wissen, was auf den Postern zu sehen ist, das sind dann schon mehr Geschichten und nicht mehr nur die von Wolfram Knöchel. Et elle a également eu des contacts avec la fille d'un monsieur Heinz Kleinespel, qui lui aussi a été prisonnier au camp de Saint-Médard, lui aussi a déminé sur l'ancien mur de l'Atlantique, et dont les affiches qui sont exposées au fond de la salle, ces affiches témoignent de son histoire. Lui, il a eu une trajectoire un peu différente de celle du père de Madame Scherf, puisqu'il a accepté le statut de travailleur libre. Il a été libéré dans ce statut-là, qui l'obligeait à rester, donc qui lui donnait une certaine liberté. Il était obligé mais par contre il était obligé de rester encore 3 ans en France. Et il a travaillé dans un vignoble de l'autre côté de l'estuaire, du côté de Blaye. Et même après son temps en tant que travailleur libre, il est resté, d'ailleurs il a prolongé son séjour en France. Juste pour que vous sachiez que il n'y a pas que l'histoire de Wolfram Knöchel. Ces histoires de prisonniers de guerre en France ont concerné bien entendu des tas d'autres hommes et des tas d'autres familles, et vous en avez ici donc quelques témoignages exposés sous forme d'objets dans la vitrine ou une partie de leur biographie sur les affiches. Voilà. Merci beaucoup für Ihre Aufmerksamkeit.